comment ça se fait que personne s'est lancé avant? C'était fou. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai voulu très tôt bosser sur l'impact. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, je disais à ma mère que je voulais travailler dans les énergies renouvelables, avec les ingénieurs qui ont créé les énergies renouvelables. 30% des métiers qui existeront n'existent pas encore aujourd'hui en 2019. Je m'étais dit, il faut que j'aille dans cette école-là, parce que ça m'avait choqué ce chiffre, je me suis dit, c'était complètement fou. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille à l'Union. Quel moment t'as eu le déclic pour le lancement du projet ALI justement qui est né sur les bancs de Berkeley? Skydeck, on en parle depuis février 2022. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu t'en souviens, on arrive à Berkeley et assez vite, tous les gens qui ont un projet se mettent à parler de Skydeck. J'ai mon téléphone qui sonne et il y a Caroline, la présidente de Skydeck, qui m'appelle. Je suis en train de vérifier quand même toutes les boîtes qui vont rejoindre notre accélérateur. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'Aglide? Comme ça. C'est que grâce à Berkeley, j'ai pu rencontrer Mark Tartning. Mark Tartning, c'est un des deux cofondateurs de Tesla. Tesla qui a été cofondé par Martin Eberhard et Mark Tartning. Et ça, je pense que c'est le plus grand apprentissage que j'ai eu, que ce soit de l'EM, que ce soit de Berkeley, que ce soit de tous ces accélérateurs. Moi, je recommanderais de se lancer tout de suite sur n'importe quel projet, n'importe quelle idée. De se lancer maintenant. Parce qu'au final, le projet en lui-même, l'idée, n'est pas importante du tout. Mais ensuite, c'est le propre de l'entrepreneur d'avoir la discipline de faire les choses, d'exécuter, de mettre en place un plan avec des étapes et de faire le travail. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Jeunes Dip, le podcast qui va à la rencontre des jeunes diplômés des grandes écoles françaises. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné de Thomas Laporte, qui est entrepreneur dans un secteur bien particulier et qui est en train de vraiment percer. Salut Thomas, est-ce que tu vas bien? Salut Dorian, ça va super bien, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Eh ben, magnifique, ça fait très plaisir. On était ensemble à Berkeley pour l'anecdote et on se retrouve, donc ça fait super plaisir. Thomas, tu as d'abord commencé par un master en droit, puis ensuite tu as intégré à EM Lyon, tu as suivi un cursus adapté. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours académique et notamment cette première partie avec le master en droit? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai voulu très tôt bosser sur l'impact. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, je disais à ma mère que je voulais travailler dans les énergies renouvelables, avec les ingénieurs qui ont créé les énergies renouvelables. Sauf que je suis nul en maths et en physique, donc je me suis dit ça va pas le faire, alors que j'adore écrire, j'aime les mots, j'aime parler, je me suis dit que j'allais me rediriger vers le droit. En droit, on garde énormément de portes ouvertes, notamment la porte des écoles de commerce. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille en droit et pas en école de commerce après le bac. Tu savais déjà qu'il y avait l'existence des concours AST à l'époque, ça, tu connaissais déjà un petit peu? En fait, notre lycée nous a beaucoup poussé pour faire les écoles post-bac, mais je sais pas, j'étais pas intéressé par ça. Moi, j'étais vraiment intéressé par l'université et par le droit pour la culture que ça peut t'apprendre, et l'université pour le fait que je savais, je me doutais qu'on allait me laisser un petit peu tout seul, et je me disais que justement en me laissant tout seul, en me laissant cette opportunité de prendre une certaine indépendance dans ma méthode de travail, je sais que j'allais adorer le fait. Ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. J'ai redoublé ma deuxième année. Et en fait, pendant ma deuxième année, je me suis rendu compte que je savais bosser. Je pouvais me concentrer sur des sujets qui étaient complexes intellectuellement, les droits sociaux, le droit public, les trucs un petit peu poussés. Et en fait, en troisième année, j'ai rencontré des entrepreneurs. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte un peu. Et c'est à quel moment précisément? Est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit, lors de mes concours AST, je vais opter plutôt pour EM Lyon? Est-ce que tu avais déjà EM Lyon en ligne de mire, ou pas forcément l'EM de prix abord? Moi, je visais l'EM Lyon, l'EDEC, et c'est ça pour tout. D'ailleurs, je plaque ces deux écoles. Ah non, je me suis appelé au Authentia, puis je visais l'EDEC et l'EM Lyon. J'ai été pris aux deux, et en fait, j'ai choisi l'EM Lyon parce que en 2019, du coup, et ça avait quand même cette image entrepreneuriale très forte, j'ai préféré l'expérience dans l'admissibilité avec l'EM Lyon. On en parlait juste avant. Je te disais, il nous avait dit un truc qui m'avait énormément marqué pendant l'admissibilité, c'était en 2025, 30% des métiers qui existeront n'existent pas encore aujourd'hui en 2019. Et ça m'avait absolument touché. Je m'étais dit, il faut que j'aille dans cette école-là, parce que ça m'avait choqué ce chiffre. Je me suis dit, c'était complètement fou. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille à l'EM Lyon. Et aujourd'hui, avec ma boîte, on a des métiers qui n'existaient pas en 2019, comme des pilotes de dirigeables. On en parlera. Magnifique, c'est vrai que justement, tu es entrepreneur dans un secteur qui est hyper atypique. On va y revenir juste après. En rejoignant Thomas une top business school comme Lyon, est-ce que tu avais la volonté d'être entrepreneur à ce moment-là, ou c'est venu justement au fil de tes années en école? Non, je savais que je voulais être entrepreneur en rentrant à Lyon.
C'est justement juste avant de rentrer à l'EM Lyon que j'ai rencontré des avocats qui ont raté d'être avocats et qui sont devenus entrepreneurs et qui ont créé leur mini tech. Bon, la Legal Tech, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, en fait, comme je t'ai dit au début, c'était la Green Tech. C'était vraiment le fait d'avoir une boîte, un projet qui peut avoir un impact positif sur l'environnement et sur notre planète, sur notre maison, finalement. Et je savais que je voulais être dans ce secteur-là. Et je savais aussi que si je travaillais sur un projet, je voulais travailler sur un projet avec un impact physique, avec un produit physique. Donc, en arrivant à l'EM Lyon, je savais ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'EM Lyon, pour vous dire, avec eux, je peux peut-être apprendre l'entrepreneuriat. Au final, je pense que la meilleure manière d'apprendre l'entrepreneuriat, c'est de créer une boîte et de se lancer. C'est ce que tu as fait pendant ton cursus. Lyon, c'est une école à l'ADN qui est très maker. L'école promeut énormément cet état d'esprit, cette culture. Et comment justement l'école t'a accompagné à cultiver ce mindset de maker? Un truc que j'avais pas à l'université et que j'ai beaucoup apprécié à l'EM, c'est l'équipe. Le fait de faire presque que du travail d'équipe. On avait, je sais pas combien de cours, mais on a fait que des projets d'équipe. Il fallait créer des boîtes, il fallait faire des recherches en sciences sociales, il y avait plein de projets où on était en groupe d'étudiants qui devaient créer un truc de A à Z, que ce soit une recherche, une boîte. Et ça n'a pas été facile. Forcément, dans un groupe de 4, 5, 6 étudiants, il y en a toujours un ou une qui bosse pas, souvent moi d'ailleurs. Mais bon, ça n'a pas forcément été facile. Mais par contre, le travail en équipe, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais ça. Et je me suis rappelé de mes années au lycée, quand même, ça remonte pas mal, où on avait des travaux d'équipe, où on devait faire des expositions de groupe. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait ça dans la vie professionnelle. Et il fallait absolument que je crée des choses avec une équipe solide, quoi. Durant tes années à Lyon, quelles ont été les cours ou les expériences qui t'ont marqué, que ce soit d'un point de vue associatif, d'un point de vue cours, parmi notamment ceux que tu évoquais? Ouais, tous les cours, on avait créé une boîte. Enfin, créer une boîte, moi ça m'a toujours marqué, parce qu'il fallait réfléchir à des business models, il fallait réfléchir à des gens qui pourraient potentiellement acheter ton service ou ton produit, il fallait les contacter. Et moi, c'était que des cours, entre guillemets. Mais il y avait quelque chose de très réel où vraiment on contactait des personnes qui existent et on leur parlait. Et j'ai fait ça sur 3 ou 4 cours, je me souviens plus du nom, mais à chaque fois. C'est PCE, ouais, PCE d'entreprise. Ça me casse le cerveau. Exactement, ouais, PCE, j'adorais ça. Mais il y en avait plein d'autres. Et même dans les cours, juste d'anglais, on devait organiser des débats, les préparer en équipe. Enfin bref, ça m'a beaucoup touché. Ensuite, il y avait toute cette vie étudiante qui est un petit peu particulière à l'EM Lyon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu particulière en venant de l'université, qui est quand même un peu plus calme. Et on a fait quand même des projets avec les gens de ma liste, des gens avec lesquels on voulait essayer de devenir le nouveau BDE, qui étaient complètement fous. Je me souviens d'un truc dont je me souviendrai toute ma vie, c'est la fête des Lumières à Lyon, où on a fait 3000 balles de vin chaud. On s'est fait 3000 € en vendant du vin chaud. Je suis ultra fier de ça parce que c'était ma recette de vin chaud. Et du coup, c'était vraiment un épisode de ma vie qui était complètement lunaire, où je faisais du vin chaud dans ma peignoir. C'était n'importe quoi. C'était complètement fou. Et exceptionnel. Enfin, j'avais des souvenirs, mais incroyables de ce moment-là. Magnifique. Et là, c'est justement, par le biais de ces anecdotes, de ces projets de groupe aussi, donc ça façonne finalement aussi cette culture, cet état d'esprit entrepreneurial peut-être que tu as développé parallèlement en fait à cela. En fait, c'est en faisant des projets d'équipe et en ayant justement potentiellement des étudiants qui sont moins engagés dans n'importe quel projet, que ce soit PCE ou le fait de faire du vin chaud pendant la fête des Lumières, que tu te rends compte que à la fin, si tu veux vraiment terminer ton projet, si tu veux vraiment avoir une note, si tu veux pas fail le cours, il faut que tu le fasses, quoi. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Peut-être que tu vas te retrouver à bosser avec des gens qui sont fatigués, qui n'ont plus envie d'être là. Il va falloir que tu assumes et que tu sois derrière pour terminer ce qu'il y a à faire, parce que personne d'autre le fera, en fait. Et ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est que c'est toi qui dois faire les choses. Au niveau des associations, tu avais rejoint une association, si oui, laquelle? Qu'est-ce que tu faisais? Non, mais heureusement, j'ai pas rejoint d'association à la vie. Et pourquoi ce choix? Déjà parce que j'ai pas été pris à l'asso. J'ai pas été pris à l'asso qui m'intéressait le plus. Sur l'impact environnemental, noise detector. Cette morale, j'étais en train de dire pourquoi j'ai pas été pris. J'étais trop chaud, mais bon, bref. En fait, j'avais fait un projet où je voulais partir à l'étranger et il m'avait dit que malheureusement le mandat devait absolument avoir lieu à un certain moment. Et vu que j'avais dit que je voulais partir pendant 6 mois, ça tombait à ce moment-là. Une équipe ne peut plus me prendre. En fait, il y avait un quiproquo. Enfin, il y avait un peu clam. Ensuite, j'ai quand même fait la liste, mais après, je suis pas allé dans une asso. Je me suis concentré vraiment sur le fait de bosser. J'ai lancé un projet entrepreneurial avec un de mes meilleurs potes pour apprendre à travailler avec des ingénieurs
parce que eux, en l'occurrence, c'était que des ingénieurs des arts et métiers. C'était absolument incroyable. On faisait une charlotte pour laver les cheveux des personnes en situation de dépendance. Donc c'est une machine pour laver les cheveux automatiquement des gens. C'était complètement lunaire, mais ça m'a vraiment appris à travailler avec des gens qui étaient différents. Pas simplement des étudiants écoles de commerce comme moi, qui étaient potentiellement un petit peu perdus sur le produit final, et vraiment pour le coup des gens qui étaient à fond sur le produit final et peut-être un peu moins sur la partie business, sur la partie client. Et ça, c'était incroyable, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais surtout, je me préparais vraiment à ma dernière année l'UM, où j'ai pu partir à Berkeley. Et justement, Emilian dispose de top partenaires à l'échelle internationale. Toi, tu as opté pour les programmes qui étaient proposés avec Berkeley. Est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement justement qui t'a amené vers ce programme? Ouais, ce programme, il se trouve que quand j'étais à l'université, j'en ai entendu parler. Il y a eu une présentation de ce programme dans l'université de droit. Incroyable. Et j'avais vu le truc. Ensuite, j'ai vu le prix. Et je me suis dit, bah, c'est mort. Parce que ça coûtait très très cher. Ça coûtait, je sais pas si tu t'en souviens, 5 000 euros, 30 000 euros pour un. Et donc là, je t'en rappelle pas. C'était pas je passe à la vie. Berkeley pendant 6 mois, avoir toute une formation à Paris et tout, pour créer une boîte. C'est super, mais je peux pas faire ça. Et en fait, je débarque à l'EM Lyon pendant ma première année. Et là, je vois l'EM Lyon lance le programme avec le Bridge, avec Berkeley, avec. School Lab. Merci. Avec Berkeley, avec School Lab. Et je me dis, mais c'est incroyable, j'en ai entendu parler littéralement 2 ans à l'université. J'ai directement envoyé des messages aux personnes de l'EM Lyon qui géraient ce programme pour leur dire je suis ultra intéressé. Ils m'ont dit c'est que pour les 2 années, pour leur 3e année. J'aurais dit ok, bah ça sera l'année prochaine. Ils me disent normalement oui, ce sera l'année prochaine. Bah, notez-moi, je suis entièrement chaud. Voilà les requirements, je pense que je vais pouvoir y répondre, je sais pas quoi. Et j'aurais dit vraiment souvenez-vous-en. Et j'ai gardé tous les mecs. L'année d'après, il y a des nouveaux requirements, je sais pas si tu t'en souviens, mais il fallait avoir 15 de moyenne. En PC, ouais. J'ai pas eu 15 de moyenne. J'ai pas eu 15 de moyenne, sauf que, vu que j'avais envoyé ces mails l'année d'avant, vu que j'avais montré que j'étais ultra motivé pour faire le projet, et ben ils m'ont dit, ok, pour toi ça passe. Mais sauf que quand ils avaient présenté le projet pendant la 2e année, ils avaient vraiment insisté sur les requirements. Ils avaient vraiment dit, tous les requirements que vous voyez là sont obligatoires. Ouais, Berkeley avait posé des exigences assez dures. Et j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, parce que dès la première année, en fait, j'ai montré à toute l'équipe de l'EM que je voulais absolument ce projet. Et en fait, ils m'ont pris. Enfin, j'étais comme un fou malade à ce moment-là. Je voulais ce programme, je voulais aller à Berkeley, je voulais voir perso de l'entrepreneuriat au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ouais, je l'ai eu, mais c'était un peu stressant. Et l'histoire a montré que finalement, l'EM a eu raison de te faire partir, hein, parce que franchement, t'as assez percé par la suite, on va y revenir. Est-ce que tu peux me raconter justement cette expérience à Berkeley, comment ça se passe quand tu arrives sur place? Il y avait, pour rappel, dans le cadre de ce programme du Bridge, une phase de préparation avant avec School Lab pendant quelques mois à Paris pour se préparer un petit peu à cette culture entrepreneuriale, pour pas directement se prendre la claque de Berkeley. Donc raconte-nous un peu ce cheminement, comment ça s'est passé cette préparation à Berkeley et ensuite cette arrivée à San Francisco aux États-Unis. Moi en fait j'ai tout adoré de A à Z avec le programme de Paris jusqu'à Berkeley. Le programme de 6 mois à Paris, pardon. Le programme de 6 mois à Paris, ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait d'autres gens comme moi à l'EM Lyon qui voulaient lancer des boîtes. Parce qu'en fait, je suis allé à l'EM Lyon pour devenir entrepreneur. Mais à l'EM Lyon, il y a je sais pas combien d'étudiants par promo, tout le monde ne veut pas être entrepreneur, on est tout seul. Mais là, dans cette équipe de 20 étudiants, tout le monde veut être entrepreneur. Et en fait, quand on s'est tous retrouvés à Paris, j'étais galvanisé, j'étais vraiment en mode, mais c'est incroyable ces gens, notamment toi, on va pas se mentir. Et je me disais, mais c'est fou en fait d'avoir des gens qui sont un peu différents de moi, mais qui ont cette même envie, cette même faim en fait de lancer des projets, quels qu'ils soient, et de foncer. Et ça, j'avais adoré retrouver un petit peu cette énergie créatrice que j'avais, mais que je ne savais pas vraiment retrouver à l'EM, n'importe où dans les cohortes. Et j'ai adoré toutes ces premières parties à Paris. Toute la partie avec le School Lab qui essayait de nous expliquer un petit peu la culture américaine, la culture californienne surtout, parce que je pense qu'il y a quand même des grandes différences entre la Californie et le Michigan par exemple. Mais bon, en tout cas, ils ont essayé de nous expliquer la culture californienne, le côté peut-être un peu moins sociable, l'amitié qu'on a en France, le fait que quand tu crées des relations en France, c'est des relations fortes, et eux que les relations sont peut-être un peu plus transactionnelles. Ils essayaient de nous expliquer des choses comme ça, et moi je comprenais rien. Donc je me suis dit, si je vais en Californie pendant 6 mois, il faut que je vive avec des Américains. Et j'ai réussi, en débarquant à SF, en débarquant à San Francisco, à entrer dans une coloc où il y avait 7 Américains, 7 Californiens, et moi.
Et c'était le début de 6 mois qui m'étaient absolument démentiels. On était dans les baraques de larmes. Grâce à tous mes potes français, on a pu les faire belle soirée dans cette maison avec tous mes potes américains du coup. Et pour moi, ça a été exceptionnel de A à Z. T'as vraiment pu t'imprégner de la culture américaine de A à Z, et donc hyper intéressant. Ouais. T'avais quel type de cours au moment où t'étais à Berkeley? Comment s'est passée ensuite l'expérience extra que celle que tu viens de nous raconter avec les Américains? À Berkeley, on a retrouvé des cours de projet. 100% des cours que j'ai fait à Berkeley, c'était des cours où il fallait lancer une boîte. J'ai fait exprès de choisir des cours comme ça. Il fallait lancer un projet, ou alors il fallait aider une boîte à se développer sur son projet. Il y avait des projets qui étaient très alignés sur, moi, dans les conditions qui sont le fait de réduire nos impacts environnementaux. Il y avait des projets qui étaient purement tech. Enfin, c'était vraiment toi qui décidais, mais j'ai fait des trucs sur la blockchain, assez intéressant. Mais il y a un projet en particulier qui m'a vraiment touché, c'était un projet de création d'entreprise. On a bossé ensemble. Tech Entrepreneurship. Exactement, Tech Entrepreneurship. Et là, ce projet, je m'en suis rendu toute ma vie. Enfin, pas le projet, mais le prof, je m'en suis rendu toute ma vie, Naïm Zafar, parce qu'il nous avait dit des mots qui juste m'ont touché. Premier cours, il débarque et il dit, très bien, vous faites des groupes, et vous me nommez un CDO. Parce que je n'ai besoin d'un seul coup à étrangler. Je n'ai besoin que d'un seul coup à étrangler. Et j'étais oula, qu'est-ce qu'il va nous faire, ce mec? Et en fait, moi je l'ai trouvé vraiment ultra rentre dedans, bien brutal, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, quoi. Son honnêteté très brutale, très brute de forge, tu vois, où vraiment c'était quelqu'un qui te rentrait dedans et qui te faisait du vrai feedback. Et à la fin du cours, le dernier, tu m'en souviens très bien, mais j'ai failli pleurer parce que juste il parlait de lui, sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision de ses projets, parce qu'en même temps c'est un entrepreneur. Et il disait, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Tous les vendredis soirs, je me retrouve sur mon canapé, je me mets en position fétale avec mon verre de vin rouge et je pleure parce que ma vie est trop difficile, parce que mon travail est trop compliqué. Et tous les lundis matins, j'arrive au bureau avec un énorme sourire sur le visage parce que j'ai envie de découdre avec cette nouvelle semaine. Et Mardan est entrepreneur depuis 4 ans, je comprends ce qu'il veut. Magnifique, ça c'est des mots justes. Moi, ce qui m'avait assez bluffé dans ce cours, pour donner mon retour là-dessus, c'était en fait le fait qu'on avait directement des cas sur lesquels on bossait. Moi, je me rappelle du cas de Virgin Mobile, où en fait on doit bosser sur le cas de Virgin Mobile, et à la fin, il y a le gars qui a lancé Virgin Mobile aux US qui vient et qui nous raconte en fait comment il a lancé Virgin Mobile, quoi. Et donc nous, pendant une semaine, on avait planché dessus et tout, on était comme des fous. Et il nous ramène le mec qui a fait ça, et ça a généré des centaines de millions d'euros de serre. Virgin Mobile à l'époque, c'était monstrueux. Donc c'est vrai que c'était aussi cet aspect très tangible, très terrain, qui était vraiment puissant dans ce cours-là, quoi. Ce que j'ai adoré, c'est justement ce que tu viens de dire sur le fait qu'il ramenait des gens dans le courant. C'est-à-dire qu'il y avait c'était pas des petits noms, quoi. Non, c'était pas des petits noms, c'était des vrais gars. Enfin, ce mec bossait directement avec Mark Zuckerberg. Il était à Meta à l'époque où il avait parlé de son expérience avec Virgin Mobile. C'était n'importe quoi. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'était que ces gars-là, ces personnes-là, venaient prendre le temps pendant 3 heures, je crois, un vendredi après-midi, pour venir pendant 3 heures, suivre tout le cours avec lui et nous parler de leur expérience. Et ça, c'est peut-être la seule chose qui m'a manqué à l'EM, et je pense peut-être qu'il manque en général en France, c'est qu'on a besoin de gens pour venir dans les classes, pour venir dans les cours et dire voilà comment j'ai galéré, voilà comment peut-être je galère aujourd'hui, voilà le business model que j'ai mis en place, voilà comment ça a marché, voilà toutes les choses que j'ai dû faire, mais qui est vraiment là dans la salle à écouter toutes les histoires de tous les autres étudiants. Parce que vraiment, avoir ces gens-là, avec ce calibre-là qui débarquent dans la classe, t'es juste en mode que c'est ouf en fait. Et ça permet de créer des vraies relations, parce que je lui avais envoyé un message de semaine. Il m'avait donné des tips. Carrément, avec plaisir. Et la vie aux US, ça s'est passé comment? Quelles étaient les activités que tu faisais aux États-Unis extrascolaires? Aux US, j'ai quand même pas mal bossé sur un projet qui ensuite est devenu Highlight. Mais j'ai surtout, grâce à notre groupe d'amis français, on fait quand même pas mal de taf à la maison, on va pas se mentir. Sinon, on a pu quand même se balader, aller à UCLA. Moi, j'ai pu y aller après un road trip entre San Francisco et Los Angeles, voir UCLA, voir un autre campus. J'ai trouvé ça absolument incroyable. En fait, j'y suis allé avec un de mes colocs qui était anciennement d'UCLA. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir des colocs américains, parce qu'ils ont pu me montrer beaucoup de choses, que ce soit sur le campus, à Google pas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a rencontré tellement de gens, en fait. Il y avait plein de cours dont l'objectif était de rencontrer des gens. On a parlé de Tech Entrepreneurship, mais il y en avait un autre où une des profs faisait venir des gens
de fou, enfin, qui avait fait Y Combinator, par exemple, qui avait levé plusieurs dizaines de millions de dollars, et qui venait juste parler là, à tout un amphithéâtre d'étudiants. Et c'était incroyable. Mais une rencontre qui vraiment m'a touché, qui me touche encore aujourd'hui, c'est que grâce à Berkeley, j'ai pu rencontrer Mark Tartning. Mark Tartning, c'est un des deux cofondateurs de Tesla. Tesla qui a été cofondé par Martin Eberhard et Mark Tartning. Mark Tartning, c'est un gars qui a fait Berkeley, qui est une des personnes qui est au conseil de Berkeley pour leur donner des conseils, qui maintenant est investisseur. Et on a réussi à lui parler. Et on lui a dit, pendant les 30 premières minutes, on lui a parlé, Marc, tu voudrais pas être notre mentor sur notre projet entrepreneurial qui s'appelle Enlight? Et il a dit oui. Et il nous suit toujours, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on l'appelle, il nous répond. Et le gars, de 2022 jusqu'à début 2024, il a pris des calls avec nous, 1 heure tous les mois à peu près. 1 heure tous les mois, gratuitement. Et à la fin, il a investi chez Enlight. Donc, bon, tout pénètre. Incroyable. Tu vois, et ça, c'était dingue en fait. C'est ce truc de vouloir aider les autres, qu'ils soient jeunes, enfin, à tout moment, en fait. De toujours vouloir essayer d'apporter sa pierre à tous les autres édifices qu'il y a autour de toi et de vouloir aider et accélérer. Quel moment tu as eu des déclics pour le lancement du projet Highlight, justement, qui est né sur les bancs de Berkeley? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens, comme mes cofondateurs, qui avaient une idée complètement barrée. Ils voulaient faire des dirigeables, des drones dirigeables, pour inspecter des infrastructures, pour inspecter les shows. Et les gars, Martin et Joseph, ils étaient en France, en train de construire les premiers highlighters. Et on se faisait des calls, et je les voyais à galérer comme des malades avec les premières versions du highlighter, mais ils avaient 0 €, ils avaient leurs mains, et ils avaient rien d'autre. Et ils ont quand même réussi à produire les premières versions du highlighter, ex nihilo, sans rien, comme ça. Et là, je me suis dit, ok, ces mecs sont complètement fous. Il faut que je trouve un moyen de bosser avec eux. Il faut que ça marche. Et en fait, le courant est vraiment très bien passé. Et dans le cadre, dans les cours que j'ai fait, j'ai bossé là-dessus. J'ai parlé avec des Californiens, avec notamment la boîte qui gère presque toutes les infrastructures énergétiques dans le nord de la Californie, PG&E, qui est un petit peu de EDF de Californie, bref, qui m'ont dit, Thomas, ton truc là autour des lignes électriques, c'est super. Si ça marche, ça peut vraiment être intéressant pour nous, parce que tous les ans, on a des problèmes avec les wildfires, les incendies énormissimes qu'il y a tous les ans en Californie, qui sont causés en grande majorité par le réseau électrique, en fait, qui tombe par terre littéralement, les branches touchent la ligne électrique, elles prennent feu, ça cause des wildfires, on appelle ça comme ça, des incendies énormissimes. On parle de centaines de milliers d'hectares qui sont brûlés tous les ans. Et en fait, ils faisaient pas d'inspection, ils n'avaient pas dans leur ADN de faire des inspections de leur infrastructure. Ils me disaient, si ton truc, votre drone bizarre, qui est gonflé et qui peut voler pendant des heures, marche vraiment, ça peut vraiment être intéressant pour nous. En même temps, on entre en contact avec le EDF français, enfin EDF, et l'EDIS notamment, la boîte qui gère 1,4 million de kilomètres de lignes électriques en France, et ils me disent la même chose. Ils me disent, Thomas, nous on a l'habitude, la seule différence c'est qu'ils avaient l'habitude de faire des inspections. Ils me disent, on a l'habitude de faire des inspections avec des hélicoptères, mais on essaye de trouver une alternative, parce qu'un hélicoptère c'est quand même une galère. On parle de quelque chose qui met une tonne de CO2 par vol, ça fait énormément de bruit, c'est pas facile, c'est un hélicoptère. Et on n'a pas changé de méthode depuis les années 60. Donc là, on est en 2019, en 2000. Donc là, on est en 2022. Si tu nous trouves une alternative, si votre truc ça marche vraiment, ça peut vraiment être intéressant pour beaucoup de monde. Parce que donc pour faire les inspections, pour rappel, donc c'est soit des hélicoptères, est-ce que les drones, les satellites, ça marche? T'as rien qui marche. Et comment ça se fait que personne s'est lancé avant? C'était fou. Parce que les sociétés avec lesquelles on travaille ne sont pas vraiment connues pour faire des changements qui sont rapides et drastiques. Donc en général, quand quelque chose fonctionne, tu continues de le faire, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai problème. Le souci qu'ils ont, c'est que maintenant, avec les engagements pour réduire les émissions de carbone, il faut les réduire, les émissions de carbone. Et encore une fois, ce que je viens de te dire, c'est qu'un hélicoptère, c'est une tonne de CO2 à l'heure. Donc en 2010, quand tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des petits drones qui arrivaient sur le marché, il y a eu des tests, il y a eu beaucoup de tests, des solutions drones pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas inspecter des lignes électriques, des pipelines, des lignes de chemin de fer avec ce machin. Le problème, c'est que l'infrastructure, encore une fois, une boîte de ligne électrique en France, elle dit 1,4 million de kilomètres de ligne. Avec un drone, tu inspectes 10 km de ligne à la journée. Donc, soudainement, tu as besoin de dizaines de milliers de drones pour tout faire.
Donc c'est pas possible. Tu as besoin d'une dizaine de milliers de pilotes, tu as besoin de dizaines de milliers de capteurs. C'est trop cher. Donc tu as besoin d'un hélicoptère qui fait des centaines de kilomètres par jour. Et c'est ce qu'on fait depuis les années 60. Et ça marche. Sauf que si tu arrives avec une alternative qui fait pareil que l'hélicoptère, autant de kilomètres, et qui en même temps ne met pas de gaz à effet de serre et qui fait pas de bruit, bah là ça les intéresse vraiment. Et c'est pour ça qu'en 2022 ils nous ont dit les gars, ça peut vraiment nous intéresser. Si ça marche votre truc, ça peut vraiment être intéressant pour tout un marché global, on parle pas de la planète entière. Et donc c'est à ce moment-là, quand on s'est dit, là c'est parti en fait. Il faut se concentrer sur les lignes électriques, sur les pipelines, sur les lignes de chemin de fer, sur les infrastructures en réseau, et il faut lancer avec. Magnifique. Donc la mission aujourd'hui d'Highlight, si tu devrais la résumer en quelques mots, c'est laquelle, Thomas? La mission d'Highlight, c'est de mieux comprendre notre monde, nos infrastructures en premier lieu, et notre monde pour prendre des meilleures décisions à l'aune du changement climatique. Aujourd'hui, on est focalisé sur les infrastructures énergétiques. Pourquoi? Parce que c'est les infrastructures qui ont le plus de valeur dans notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une ligne électrique qui pète, soudainement, on ne peut plus faire ce podcast. Parce qu'on n'a plus d'électricité, c'est terminé, on arrête. Si tu as un pipeline qui explose, plus personne n'a de gaz. Si tu es en février, tu peux plus te chauffer, c'est fini. Donc du coup, c'est des infrastructures qui, aujourd'hui, ont un besoin très urgent d'inspection à intervalles très réguliers. Et donc, c'est le marché le plus urgent qu'on a trouvé. Mais dans un monde qui est soumis au réchauffement climatique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait, tout change, et tout change très brutalement. Ce qui fait que, d'un seul coup, tu te retrouves avec des forêts qui ne sont plus en train de récupérer le carbone qu'elles étaient en train de récupérer avant, qui sont en train de devenir malades, qui sont en train de mourir. Tu te retrouves avec des champs sur lesquels il n'y a plus assez de blé qui pousse, ou de n'importe quelle autre culture. Tu te retrouves avec du vin que tu ne peux plus produire parce que le raisin juste ne pousse plus en assez grande quantité. Et en fait, il faut être capable de collecter des données pour comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre potentiellement où est-ce qu'il faut faire des efforts. Donc aujourd'hui, des efforts de maintenance sur les infrastructures, potentiellement demain des efforts sur notre culture, sur nos forêts, sur la biodiversité, pour mieux gérer ces ressources, pour mieux gérer l'infrastructure en elle-même, et mieux prendre des décisions de maintenance. Ça coûte des milliards d'euros par an, ces décisions-là. Et ce qu'on veut faire avec Highlight, c'est pragmatiser ces budgets avec une meilleure information sur l'état de l'infrastructure en elle-même. On veut vraiment permettre de mieux comprendre pour mieux gérer. Intéressant. Merci beaucoup, Thomas. Berkeley, tu prolonges l'aventure avec Skydeck. Skydeck qui est l'incubateur de Berkeley, un des plus grands incubateurs au monde. Ça se passe comment justement cette intégration à Skydeck? Il me semble que tu reviens ensuite à Nian. Skydeck, on en parle depuis février 2022. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu t'en souviens, on arrive à Berkeley et assez vite, tous les gens qui ont un projet se mettent à parler de Skydeck. Parce que Skydeck a deux programmes. Un programme où il donne pas mal d'argent pour que la boîte puisse se développer et un autre programme pour suivre le développement du projet. Je te cache pas que nous, on était vraiment très intéressés par le programme qui donne pas mal d'argent. En l'occurrence, c'était plus de 100 000 euros. Et donc nous, on a tout fait pour avoir ce programme. Comme je te disais, on a contacté 1 milliard de personnes, on a fait en sorte de rentrer dans les comités de décision pour faire ce programme, on a suivi tout le processus, et on arrive au dernier comité de décision, on pitch Highlight, on répond à toutes leurs questions, tout va bien. Un samedi, juste avant qu'on ait la réponse, j'ai mon téléphone qui sonne, et il y a Caroline, la présidente de Skydeck, qui m'appelle, qui me dit « C'est Thomas, je suis en vacances au Maroc. » Ok. Je suis en train de vérifier quand même toutes les boîtes qui vont rejoindre notre accélérateur. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'Highlight? Comme ça. Wow. Un petit coup de stress. Je lui parle de Highlight pendant 30 minutes. J'étais en stress total. Et elle me dit, ok, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Et le lundi, on était fous. J'étais, mais Wow. avec mes cofondateurs, on était en explosion. C'était incroyable. Et ensuite, effectivement, c'était la première version de leur programme européen, ce qui était génial, parce que du coup, on a pu aller à Milan en 2022 pour développer Highlight, et notamment de montrer à beaucoup de sociétés qui ont des lignes électriques, des pipelines, des lignes de chemin de fer. Et ça, c'était... Ouais, Et avec le tampon Berkeley derrière. et avec les tampons de Berkeley, de Skydeck derrière, c'était une période incroyable. Et en plus de ça, j'ai pu vivre avec mes cofondateurs, littéralement les uns sur les autres pendant 3 mois. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup appris sur notre manière de coucher. Tu ne s'arrêtes pas là pour Highlight, bien sûr, parce que voilà, il faut jamais être rassasié, toujours aller plus haut, plus loin. Et Highlight rejoint Y Combinator, YC, le fameux incubateur le plus sélectif au monde. Il y a des projets incroyables qui sortent de Y Combinator, RDSP, Stripe, exactement. On les cite tout le temps, mais Highlight et aux côtés de ces belles boîtes. Comment ça s'est fait cette intégration chez YC?
Alors déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû faire 2 accélérateurs. Parce qu'en fait, on en a fait un, Skydeck, et on a dû en faire un autre, Y Combinator. En fait, ce qui s'est passé à la fin de Skydeck, en novembre 2022, c'est qu'avec Highlight, on a totalement raté. On a totalement raté notre levée de fonds. Normalement, la raison pour laquelle tu fais un accélérateur en tant que boîte, c'est que tu as une idée, tu as un projet, tu commences à avoir une certaine traction, tu commences à avoir un produit, et l'accélérateur te permet d'accélérer, et notamment de lever des fonds. Normalement, à la fin d'un accélérateur, tu es censé lever les fonds, lever ton seed, ton fonds d'amorçage. On a complètement raté avec Skytech. On s'est beaucoup remis en question. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Ouais, il y a plein de raisons. Mais il y en a une, c'est qu'on n'était pas du tout prêt en fait. On ne se rendait pas compte à quel point les investisseurs allaient demander une clarté d'esprit, une clarté même dans notre documentation sur ce qu'il fallait produire pour lever des fonds. Nous, on était partis, on avait notre idée, on avait notre projet, on avait notre highlighter qui commençait déjà à voler, on était comme des fous. On se dit, mais regarde, ça vole. Mais en fait, sur notre business plan, sur notre business model, sur notre manière de parler des clients, sur notre manière de les comprendre, ben, on était zéro. On avait 0 client, en Thomas. On n'avait personne qui nous payait, on avait juste les débuts d'une technologie qui commençait tout juste à fonctionner. Et en fait, on s'est regardé avec Martin, CEO de Highlight, et on a regardé tous les documents qu'on avait produits à la fin de l'année 2022, et on s'est regardé, je me souviens très bien, j'ai dit à Martin, est-ce que tu veux investir dans cette boîte? Ta propre boîte, Highlight. Et Martin, il me dit, non, je peux pas investir dans cette boîte, c'est pas possible. Avec les documents que je viens de lire, c'est pas possible. Et moi, je le regarde dans les yeux, je dis, bah non, plus haut. Alors, je dis, ok, il y a un problème. On s'est beaucoup remis en question pendant 3 mois. On a chopé notre premier client le 23 décembre 2022, premier contrat signé pour Highlight. J'étais en pétage de câble, hein. Pour moi c'était un très beau cadeau de Noël. Pas le plus beau, mais un très beau cadeau de Noël. Et en fait, on contacte YC et on leur dit, les gars, on a fait notre levée de fonds il y a 2 mois, sauf qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc soit on relance une levée de fonds maintenant, soit on parle. Et là, ils nous disent, les gars, Highlight, vous ne lancez pas de levée de fonds. On va faire une interview dans littéralement les 2 prochaines semaines. Et soit vous êtes pris et tout va bien pour vous et vous vous concentrez sur votre taf, soit vous n'êtes pas pris et m'encourage. Sympa. On fait l'interview et là on est pris. Et je peux dire qu'on a explosé. Bon, c'était la joie, c'était exceptionnel. Puis là vraiment on s'est concentré sur le produit, on s'est concentré sur nos clients. Ils nous ont mis vraiment la pression sur le fait de vendre, sur le fait de mieux comprendre pourquoi est-ce que nos clients vont acheter, sur le fait de mieux se mettre à leur place. Et sur le fait surtout d'avoir beaucoup plus de résultats. Et grâce à eux, bah, on fait une bonne année en 2023. Et bah, encore meilleur en 2024. Et ainsi de suite. Une croissance qui est sur les débuts, on l'espère. Et quels sont les apports finalement avec du recul d'être passé par des programmes si prestigieux, et même en termes d'institutions? Tu as quand même QED, Assas, l'EM, Berkeley, bon, des belles institutions. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ouais, si je peux résumer tout, Assas m'a appris vraiment un truc, mais je pense que je vais juste parler de Berkeley, et de ses accélérateurs, et l'EM. Il y a un truc que j'ai compris. Ça m'a pris un petit peu de temps, ça nous a pris un petit peu de temps avec Highlight, mais un truc qu'on a compris, c'est que les meilleurs mentors, les meilleurs profs, les meilleurs mentors, les meilleurs guides sont ceux qui vont te dire à un moment, je ne sais pas. Parce que même le cofondateur de Tesla, qui en a vu des vertes et des pas mûres, il ne sait pas tout, tu vois. Sauf qu'il y a beaucoup de mentors qui essayent de répondre à toutes tes questions. Nous, on a eu plein de mentors dans l'histoire d'Highlight, on a fait plein d'accélérateurs, on a fait des accélérateurs parisiens, Agoranov, Willy Cook, qui sont des accélérateurs de fou. On en parle un petit peu moins que Y Combinator, qui sont quand même bien. Et en fait, il y en a pas mal de gens qui nous ont accompagnés, qui répondaient à toutes nos questions, qui essayaient de nous guider, et il y en a très peu qui nous disaient, bah écoute, là je ne sais pas. Et il se trouve que typiquement ce gars-là, alors, Mark Tarpenning, fondateur de Tesla, plein de fois il nous a dit, bah écoute, sur ce sujet-là, que ce soit business, que ce soit le fonds, que ce soit RH, sur ce sujet-là, je ne peux pas vous aider. C'est ça ce qu'on aura. Bah en fait, tu comprends que toi, à tes collègues, ton équipe, vous allez devoir gérer le problème tout seul. Vous allez devoir prendre vos décisions, vous allez devoir prendre vos petits bras et faire le taf vous-même, tout seul, sans potentiellement avoir toutes les informations. Et en fait, ce que tu comprends quand les vrais mentors, quand ceux qui essayent de t'aider, mais qui, quand tu arrives à leur fin de leur compétence, avouent, je ne sais pas, ce que tu comprends, c'est que quand ils te donnent des conseils, en fait, tu n'es pas obligé de les écouter. Parce que si à un moment où il te dit je sais pas, ça veut dire qu'il y a aussi un moment où toi tu peux dire bah écoute, là le conseil que tu viens de me donner, je le prends, je le comprends, mais je ne vais pas le suivre. Et c'est toi en fait, l'entrepreneur, qui doit prendre ces décisions-là. Parce que parfois, c'est pas parce qu'un mentor te dit de faire quelque chose que tu dois le faire. Et à la fin de la journée, c'est toi qui es responsable du projet.
Et ça, je pense que c'est le plus grand apprentissage que j'ai eu, que ce soit de l'EM, que ce soit de Berkeley, que ce soit de tous ces accélérateurs. C'est qu'à la fin de la journée, c'est toi qui es tout seul devant ton client, c'est toi qui es tout seul devant tes investisseurs, c'est toi qui es tout seul devant ton produit, enfin tout seul, avec tes cofondateurs, avec ton équipe fondatrice, avec tes premiers employés qui sont à fond. Mais voilà, vous êtes vous contre le reste, et il n'y a personne pour vous aider. C'est toujours comme ça. Il y a plein de gens qui sont là pour vous donner des conseils, mais il faut choisir ces conseils, il faut choisir qui écouter, parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui êtes responsable. Hyper intéressant. Merci toi pour ce partage d'expérience et ce retour. En 2025, avec les deux cofondateurs Daylight, vous êtes nommé Forbes 30 Under 30 Europe sur le volet technique. Ouais. Qu'est-ce que représente cette distinction pour vous? Alors, Forbes, sortie Under 30, c'est une bonne preuve sociale. La preuve sociale, c'est des choses que beaucoup de gens vont pouvoir voir et se dire « Attends, mais il se passe vraiment quelque chose ». Et ça marche très bien avec la famille et les amis, qui ne comprennent pas les droits dirigeables, qui ne comprennent pas le délire start-up, qui sont des gens normaux, comme toi et moi. Voilà quoi. Et en fait, quand tu vois Forbes sorti Under 30, et que tu n'es pas dans ce délire-là, et ben tu te dis qu'il se passe quelque chose. Et ça aide vraiment ton entourage à se dire « Attends, mais là, il est vraiment en train de bosser sur un machin qui a de l'impact. » En tout cas, qui a de l'impact communicationnel, si je puis dire, avec Forbes certainement sorti. Ce qui fait que ça nous a... Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment aidé, je trouve, en tout cas, mon entourage, pour qu'ils comprennent qu'il se passait vraiment quelque chose avec Highlight. Et c'est un petit peu pareil aussi pour l'entourage, notamment de l'équipe fondatrice, de ces premiers employés qui sont venus nous voir, parce que eux aussi le voient, ces trucs-là. Leur entourage les voit aussi. Et en fait, tout le monde se dit, mais en fait, la boîte que vient de rejoindre mon fils, dont c'est le premier taf, c'est une vraie boîte. C'est pas juste des tarés qui font des drones dirigeables, tu vois. Et ça, c'est très important. Mais, d'un point de vue personnel, Forbes sorti Under 30, ou même le fait que YC fasse un post LinkedIn sur Highlight, ça donne de l'ego pendant 15 minutes. Mais à la fin, tu galères quand même, comme tous les autres entrepreneurs. Ça ne bloque pas des verrous business, justement? Non, ça ne débloque rien du tout. Ça te donne de l'ego pendant 15 minutes, et ensuite tu te retrouves dans la panade, comme tous les autres entrepreneurs. C'est sympa de l'ego pendant 15 minutes, mais ça sert à rien. Ok, intéressant. Est-ce que je peux nous raconter une semaine type justement des Thomas entrepreneurs, ça se passe comment? Même si une semaine ne se ressemble pas, mais globalement, quels sont les gros sujets que tu traites assez régulièrement? Ah, je vais te donner une réponse bateau, ça va être mieux. Il n'y a aucune semaine qui est pareille. Ça, c'est sûr. Il y a des semaines où je suis en opération, où je suis littéralement avec le highlighter et nos clients, parce que nos clients aiment bien être là pour le voir de voler. Donc, on se réveille à 4h du mat, on est sur le qui-vive, on débarque pour l'opération, tout est prêt, le client arrive, on lance, tout va bien, et ensuite on rentre. Mais ça se passe partout en France, c'est un peu fatigant. Il y a des semaines où juste on a le travail, comme tout le monde. Il y a des semaines, toutes les semaines sont différentes. Il y a un truc qu'on fait chez Highlight qui, moi, me donne énormément d'énergie, et c'est tous les lundis matins. Et c'est toujours pareil. À 9h30, on met la musique à fond. Littéralement, on met la musique à fond dans les bureaux. À 9h35, tout le monde est dans la salle principale d'Highlight, la salle de réunion. Et là, on lance la semaine, et chaque équipe explique ce qu'elle a atteint ou ce qu'elle a raté la semaine dernière, et ce qu'elle va atteindre, ce qu'elle considère qui va être une réussite pour la semaine qui arrive. Et ça, avec cette musique à fond, tout le monde qui se regarde et qui se dit « Ok, cette semaine, on se défonce », ça m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je remercie vraiment cette équipe de faire ce délire-là, parce que c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment incroyable. C'est peut-être la seule chose qu'on fait toutes les semaines, puis sinon, toutes les autres semaines sont bizarres. Les semaines où je me retrouve à faire un podcast avec mon pote. Ouais, c'est combien de collaborateurs avec cette ordre-là? On est proche d'une trentaine, on est 27. Ouais. Quelle ascension. Est-ce que tu as une anecdote, Thomas, à nous raconter depuis le début justement de l'entrepreneuriat pour toi? Des anecdotes, ouais, pas mal. J'en ai, je t'en raconte deux même. Quand on est sélectionné à Y Combinator avec Highlight, on doit venir aux États-Unis, donc on peut venir à San Francisco pendant normalement 3 mois, nous on n'a que resté qu'un mois, parce qu'on a un projet qui est hardware, on ne peut pas se barrer du highlighter comme ça. On vient à San Francisco pendant 1 mois, et du coup, on a fait un tour de San Francisco, et notamment de Berkeley. Et il y a plein d'étudiants sur le campus de Berkeley, et là, Martin et Joseph
je ne sais pas pourquoi, ils sont un peu complètement tarés, se mettent à haranguer une foule d'étudiants en criant que Highlight va commencer à lever des fonds. Comme ça, on est en juin 2023. Ils se mettent « We're going to raise funds », je sais pas quoi, ils se mettent à gueuler. On va lever des fonds, qui veut participer à notre levée de fonds. Je sais pas pourquoi, mais... Et donc, c'était aussi un des moments les plus cringe de ma vie, parce que du coup, il y a plein de duos. C'est pas ta boîte, il voit juste marquer Highlight. Non, il voit juste un gars qui sont en train de péter un câble. Et là, il y a un étudiant qui passe par là, qui leur file $2. Les 2 premiers dollars de notre levée de fonds. Qui leur dit, ouais, moi j'ai envie de vous aider. Le mec leur file $2. Il file $2 à Martin, comme ça. Il se casse. On n'a jamais pris son nom, parce que pas qui c'est. Et 3 mois après, on avait 4 millions. Incroyable. Ouais. C'est incroyable. Incroyable, mais parce qu'ils sont complètement foussés. Mais une vraie anecdote qui, je pense, peut apporter peut-être un peu plus de valeur aux gens qui me regardent, c'est que tous les mois et demi, avec mes cofondateurs et maintenant avec toute l'équipe, on se met en cercle et on se fait des feedbacks de groupe. C'est-à-dire que chacun passe les uns après les autres, se font des feedbacks à eux-mêmes sur la dernière période de temps et sur les 2 derniers mois. Je me dis, j'étais comme ci, comme ça, je me sens bien, je me sens moins bien. Et ensuite, chacun les uns après les autres leur font du feedback devant tout le monde. Bah, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte le fait que ça nous soude en tant qu'équipe, ça nous permet de comprendre l'impact qu'on a sur les autres. Si tout le monde nous donne le même feedback, c'est qu'il y a probablement quelque chose à changer assez vite. Si tout le monde nous donne des feedbacks différents, ça veut peut-être dire qu'on traite les gens différemment dans la boîte, ce qui peut être anormal. Et en fait, ça permet à tout le monde aussi de se dire, non mais, tu sais, quand tu as un feedback à quelqu'un, tu te dis, mais non, mais si je suis la seule personne à penser ça, si je pense ça de cette personne-là, c'est parce que je suis un peu sensible. Et en fait, non, on est tous, très souvent, en tant qu'être humain, à penser la même chose des autres. Et en fait, ça permet vraiment à chacun, individuellement, de s'améliorer, de comprendre l'impact qu'ils ont sur les autres, sur la boîte, et de venir le corriger, de venir peut-être faire encore plus de ce qu'ils font déjà de bien. Et ça nous permet vraiment d'être soudés entre nous et de se dire les choses très rapidement. Quelles sont les compétences aujourd'hui pour toi qu'il faut avoir pour être cofondateur, entrepreneur Oui. Je pense qu'il faut être capable de se remettre en question. Tous les jours. Tout le temps. Ne pas être sûr de soi, être capable d'écouter, mais en même temps, être capable d'accepter qu'il faut absolument prendre des décisions tout en n'ayant pas toutes les informations. Parce que si tu es entrepreneur et que tu lances ta boîte, tu vas devoir prendre des décisions littéralement tous les jours, mais des décisions qui vont devoir être prises très rapidement, et tu n'auras pas toutes les informations, toutes les données pour backer ces décisions-là. Parfois, il y a quand même pas mal de décisions que tu dois prendre avec une partie 50%, 60%, 90% d'instant. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que du coup, tu as, ce que je te disais juste avant, des mentors, des gens qui essayent de te conseiller, potentiellement des clients, potentiellement des investisseurs qui vont te dire des choses. Et il faut les écouter ou pas les écouter. Et ça, c'est toi qui dois décider ça. Donc, en même temps, être capable de se remettre en question. Et en même temps, être capable de prendre des décisions qui sont strictes, tout en n'ayant pas toutes les informations, toutes les données pour les prendre. Ce qui est pas facile du tout. Donc, c'est pas évident, c'est beau la bière, des bonnets dans le cerveau. Pourquoi Highlight, donc ça a levé des fonds. Ouais. Au total, combien de fonds ont été levés et quelle a été l'utilité de cette levée de fonds? Depuis le début de Highlight, on avait fait plus de 6 millions d'euros. Ça n'a pas été annoncé. Quelle a été l'utilité? L'utilité de notre première levée de fonds, donc celle dont je t'ai parlé en 2023. Celle-là, ça a été vraiment d'accélérer sur le développement de notre produit et d'arriver dans l'industrialisation, ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc il a fallu vraiment confirmer les choses qu'on pensait sur le Highlighter, adapter des choses qu'on pensait sur cette technologie hardware et commencer aussi à lancer notre partie collecte de data et l'analyse qu'il y a derrière de ces photos, de ces données sur les lignes électriques, sur les pipelines, sur les lignes de chemin de fer, parce que c'est ce que veulent nos clients. Et ensuite d'arriver maintenant à cette industrialisation. Et c'est ça ce que ça nous permet. Ça n'a pas été facile de l'élever, on va pas se mentir. Le secret, c'est qu'il faut, un petit peu comme dit Y Combinator, ils disent tout le temps « make something people want ». C'est simple, hein. Si tu fais quelque chose que les gens veulent, t'inquiète pas que les investisseurs soient là. Donc concentre-toi sur ton client, fais quelque chose que tes clients veulent, comprends-les. Et normalement, avec les investisseurs, ça devrait aller. Il faut les contacter et ensuite ils investissent. Mais bon,
Bon courage. Ah, ça a l'air facile, du coup, ça. On va tous lever des fonds. Ah bah ouais, préparons. C'est Martin qui gère. Et en tant qu'entrepreneur, justement, qu'est-ce qui est le plus dur selon toi? Est-ce que c'est plutôt de vendre, de recruter ou de lever des fonds? Pour moi, le plus difficile, c'est le côté humain, le côté équipe. Donc ça fait partie du recrutement. Ça fait partie du recrutement et du fait de garder une équipe ultra motivée sur la durée. Et donc de leur donner une vision qui à la fois fait rêver, mais qui en même temps est assez terre à terre pour se dire qu'elle est atteignable. En même temps, ta vision, elle doit être incroyable pour se dire « Waouh, mais ça va être fou si on arrive à le faire ». Et en même temps, il ne faut pas que ça soit impossible. Parce que si c'est impossible, tout le monde va dire bah, c'est impossible, on fout. Donc du coup, il faut faire le grand écart, potentiellement plusieurs fois par jour, entre vendre une vision qui est juste dingue, mais atteignable, et parfois être ultra terre à terre sur des problèmes de l'ordre de l'heure, voire de la minute. Et bien sûr, tout ça, il faut le faire avec le sourire. C'est pas facile. Et des erreurs que trop d'entrepreneurs font aujourd'hui? Moi, je pense qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux au début. C'est-à-dire que quand tu lances un projet, c'est ton projet. Même dès la première semaine, c'est ton projet, c'est ton idée. Et parfois, tu peux avoir tendance à te dire « Ah mais c'est super important. C'est incroyable ce que je suis en train de faire. C'est démentiel. » En fait, personne n'est au courant. Et surtout, tout le monde s'en fout. Parce qu'au final, au début de ton projet, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait ce que ça veut dire, t'as rien trouvé. Mais c'est pas très important parce que tout le monde s'en fout. Et ça, il faut vraiment l'imprimer. C'est dans les premières années de ta boîte, même potentiellement pendant des années, tant que ça n'a pas un impact énorme, tant que ça commence pas à marcher, tant que tu commences pas à vendre à beaucoup de gens, tant que tu n'as pas de preuve sociale, il y a quand même beaucoup de gens, la majorité des gens, qui en ont rien à faire. Et ça, il faut en avoir conscience. Parce que ça peut déjà te calmer un petit peu en tant qu'entrepreneur, et te dire, mais en fait, pour les autres, c'est pas super important. Pour moi, ça l'est, mais pour les autres, c'est pas très important, donc je vais peut-être pas taper sur le système avec ça. Mais aussi, ça peut aussi t'aider à te lancer en te disant, mais si c'est important pour personne et que pour moi, ça veut dire que je peux tout faire, tout tenter, parce que dans tous les cas, il n'y a pas grand monde qui va le voir. Donc si je me rate, bon, c'est pas très grave. Il y a une autre erreur qui est de se dire, il faut surtout pas que je parle de mon idée parce qu'on va me la voler. Ça, c'est des trucs que tu vois, c'est souvent quand même sur les gens qui se lancent au début. Et c'est vraiment un très, très gros red flag, comme on dit, hein, c'est un gros problème. Parce qu'en fait, personne ne va voler ton idée. Encore une fois, tout le monde s'en fout. Donc en fait, il faut justement faire l'inverse. Il faut parler de ton idée au maximum de gens possible pour pouvoir voir si ça intéresse des gens, pour pouvoir voir s'il y a potentiellement des gens qui l'ont déjà fait bien avant toi et qui sont peut-être cassés les dents ou alors qui ont réussi des choses et sur lesquelles tu peux apprendre. Mais se dire, non, il faut surtout pas que je parle de mon idée parce qu'on va me la voler, c'est faut surtout pas faire ça. C'est un très très gros problème. Et la dernière chose que je dirais, c'est ça sert à rien de se comparer avec les autres entrepreneurs qui sont lancés en même temps que toi, qui sont aussi dans la galère. Parce qu'en fait, tout ce qui compte à la fin de la journée, c'est si toi, tu as un client qui est heureux avec ton service ou ton produit. C'est tout. Les autres entrepreneurs, que ce soit tes concurrents directs ou que ce soit des gens qui ont un projet totalement différent, il ne faut pas les regarder. Tout ça, c'est que du bruit. Il faut rester concentré sur son projet, son client et rester concentré. Qu'est-ce que tu recommanderais à un étudiant de grande école qui souhaiterait se lancer en entrepreneur? Moi, je recommanderais de se lancer tout de suite sur n'importe quel projet, n'importe quelle idée, de se lancer maintenant. Parce qu'au final, le projet en lui-même, l'idée, n'est pas importante du tout. Tout le monde s'en fout, encore une fois, du projet. Tout le monde s'en fout de l'idée. Tout le monde a des idées tous les jours. C'est le propre de l'être humain de penser à des solutions, de penser à des choses à faire, de penser « Ah, on pourrait faire différemment, ah, on pourrait faire comme ça ». Mais ensuite, c'est le propre de l'entrepreneur d'avoir la discipline de faire les choses, d'exécuter, de mettre en place un plan avec des étapes et de faire le travail pour pouvoir faire en sorte que cette idée, cette nouveauté voit le jour. Donc moi, la seule chose que j'aurais envie de dire à des gens, à des étudiants qui hésitent à se lancer, c'est lancez-vous maintenant. N'en ayez rien à faire du regard potentiel des autres, parce qu'au final, tout le monde s'en fout. Et c'est pas important du tout. Et lancez-vous tout de suite sur n'importe quelle idée. La qualité de votre idée, tout le monde s'en fout. La seule chose qui compte, c'est la qualité de votre exécution. Un autre truc qu'il faut que les étudiants, justement, comprennent, les étudiants et les étudiantes, c'est que la jeunesse n'est pas une tare.
la jeunesse, c'est un avantage énormissime par rapport à tous les autres qui se lancent. La jeunesse, ça te permet que les gens plus âgés que toi, les gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont souvent des décisionnaires dans de très grosses entreprises, te regardent avec un regard un peu plus attendrissant, plus attendant. Parce que t'es jeune, parce que t'as le même âge que leurs enfants, littéralement. Okay. Et cette jeunesse-là, c'est vraiment pas un problème. Il faut se lancer tout de suite, il faut justement avoir la candeur de se dire que je ne comprends pas tout, même potentiellement je comprends rien, et donc j'ai un milliard de questions, qu'elles soient bêtes ou non, à poser à des gens qui sont sur ce marché-là, qui sont sur ce secteur-là. Quand tu as 30, 40 ans, que ça fait 10 ou 20 ans que tu es dans le secteur, tu connais certainement énormément de choses. Et quand ça fait littéralement 0 ans que tu es dedans, parce que tu viens de lancer ta boîte, parce que c'est ton premier taf, et ben tu as cette candeur-là, tu as cette nouveauté, tu as ce nouveau regard qui peut apporter des solutions incroyables, totalement disruptives. Et ça, vraiment, c'est une force incroyable que les jeunes doivent comprendre, qu'ils ont en eux naturellement. C'est vraiment, on parle de unfair advantage, les jeunes ont vraiment cet unfair advantage-là. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ça. C'est que quand tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, donc il y a potentiellement des gens qui vont te regarder en disant « mais qu'est-ce que tu sais ?» Et effectivement, c'est là où toi, tu dois dire « bah justement, je ne sais rien, donc il faut que tu m'apprennes tout ça. » Et c'est là où les gens qui s'y connaissent, les experts, les clients vont te donner énormément d'informations, justement parce que naturellement, ils ont envie de t'aider, de t'apprendre des choses. Il y a une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est entourez-vous des experts, des gens que vous pensez être importants dans le secteur qui vous intéresse. Donc tout de suite, vous allez sur LinkedIn, vous tapez le secteur qui vous intéresse, la boîte qui vous intéresse, ça vaut même pour ceux qui ne veulent pas être entrepreneurs. Et juste vous contactez les gens qui font le taf, qui font le travail que vous voulez faire. On a trop tendance, en tant qu'être humain, à se comparer à des gens incomparables. Toi, t'es entrepreneur, t'as 19 ans, t'es là, ouais, machin, Elon Musk. Mais gros, ne te compare pas à Elon Musk. Te compare pas à son Allemagne. Ça ne sert strictement à rien. Donc, va sur LinkedIn, tape les secteurs, les métiers, les boîtes qui t'intéressent, et essaye d'atteindre ces gens-là qui viennent de lancer leur boîte, qui viennent de lever leur seed, leur fonds d'amorçage, qui viennent de lever leur série A. Parce qu'en fait, c'est eux qui viennent littéralement d'atteindre ce que toi, tu peux atteindre dans 1 ou 2 ans, qui vont pouvoir répondre à tes questions et t'apporter la meilleure valeur. Ça sert à rien de lire les 250 bouquins sur Elon Musk, parce qu'il va jamais te répondre, il va jamais t'apporter de la valeur, il va servir à rien. Alors que le gars qui est potentiellement ton voisin, qui est potentiellement à côté de toi, à Lyon, à Paris, bah lui, il peut vraiment t'apporter de la valeur parce qu'il est dans la même galère que toi, et il sait exactement où tu étais et où il était, lui, il y a 1 ou 2 ans, qui était potentiellement être étudiant. Donc là, si aujourd'hui vous avez des questions à me poser, vous prenez votre LinkedIn, vous m'envoyez un message tout de suite sur LinkedIn et moi je répondrai direct. Parce que ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'entre entrepreneurs, il faut absolument s'aider. Dans la Silicon Valley, on parle souvent du pay it forward, c'est le fait vraiment d'aider les gens sans de demander quelque chose en retour. Envoyez-moi un message, je vous réponds et j'essaierai de vous aider direct. Petit bousseau. On met le lien du LinkedIn de Thomas directement en la description de la vidéo pour pouvoir le contacter. Directement un conseil, Thomas, que tu donnerais au Thomas d'il y a 10 ans, ça serait quel? Ouais. Là, ce que je veux dire, c'est le conseil du gars de Virgin Mobile dont tu as parlé. Le gars de Virgin Mobile dont tu as parlé, juste après le cours, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du lancement de Virgin Mobile à l'époque? Est-ce que tu peux répondre un peu plus à la chose que tu fais maintenant chez Meta? À l'époque, il était chez Meta. Et il m'a dit, Thomas, il y a un truc que tu dois comprendre, c'est que 99% des gens ne font pas ce que tu viens de faire. 99% des gens, en anglais américain, on dit, ne font pas l'extra mile. C'est-à-dire qu'ils font strictement le minimum. Strictement le minimum de ce qu'on leur a demandé. 99% des gens font le minimum. Toi, rien qu'en m'envoyant un message, rien qu'en faisant un tout petit peu plus que la majorité des gens, tu sors du lot direct. Donc en fait, Thomas dit il y a 10 ans, la seule chose que tu dois faire, c'est faire un tout petit peu plus que la moyenne, et tu sortiras du lot. Et faire un tout petit peu plus que la moyenne, c'est juste envoyer un message à quelqu'un pour lui demander de l'aide, c'est juste montrer que tu as envie d'apprendre, c'est juste être un petit peu plus curieux que les autres, et montrer que tu as besoin d'aide. En somme, c'est spammer Thomas après cette interview directement dans ses DM sur LinkedIn. Non, hyper intéressant, Thomas. Merci pour ce partage. Et la dernière question, le meilleur pour la fin, l'ouverture, dirais-je. Highlights dans quelques années. C'est quoi le projet? Ouais. Highlight dans quelques années.
on est en train d'inspecter des infrastructures et potentiellement d'autres types d'actifs, les forêts, les champs, l'agriculture, partout en Europe, partout en Asie. Donc c'est essayer d'attaquer tous les marchés, pas forcément uniquement le marché français et européen, mais vraiment le marché mondial. Marché mondial, exactement. C'est des centaines et potentiellement même des milliers d'highlighters qui sont en train de voler et qui sont en train de s'assurer que nos infrastructures sont en bon état et que tout fonctionne. Tout va bien. Et qu'on est capable de prendre les bonnes décisions au bon moment pour remplacer ce qu'il faut remplacer sur l'infrastructure, pour faire en sorte que l'électricité puisse aller du point A au point de consommation le plus vite possible. Parce qu'au final, si on veut réussir notre transition énergétique, si on veut réussir notre transition écologique, on a besoin de lignes électriques, on a besoin de lignes de chemin de fer qui fonctionnent, qui sont dans les meilleurs états possibles, parce que sans ça, c'est fini. On peut mettre tous les panneaux solaires du monde, on peut mettre tous les éoliennes du monde et même toutes les centrales nucléaires du monde. Si on n'a pas les lignes électriques, si on n'a pas le midstream, c'est mort. Et si on n'a pas un midstream qui est en bon état, c'est terminé. Donc Highlight, c'est l'assurance que le midstream, que cette transmission d'énergie est en bon état et que ça marche. Merci beaucoup Thomas pour ces mots, pour la qualité de cet échange et de l'interview. Comme je l'ai précisé, on met directement le lien d'Highlight en description, le lien également du LinkedIn de Thomas pour directement aller échanger avec lui, en savoir davantage sur son parcours, lui poser cette extra question directement après. Un grand merci Thomas pour cet échange. N'hésitez pas à voir les autres épisodes de Deux Jeunes Titres qu'on a tourné sur Pleines Grandes Écoles, à suivre Pleines Grandes Écoles de manière assidue, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, les commentaires sont ouverts pour nous donner notre avis sur cet épisode, échanger directement et débattre en commentaire. Merci Thomas et merci à tous d'avoir vu cette idée. Merci beaucoup.